Les enfants du Verseau de Marilyn Ferguson, un excellent livre sorti en 1980, à l'époque où la liberté d'expression et la façon de dialoguer avec ces sujets importants de transformation de la société et de bâtir un monde nouveau était beaucoup moins censuré et auto-censuré. Alors, c'est la deuxième partie de cette présentation du mythe d'Œdipe, de la tragédie Œdipe roi, ou plutôt Œdipe tyran, si on devait traduire Eudipos Tyrannos, le titre de la tragédie de Sophocle, et comment il nous éclaire par ces temps de coronavirus où une peste s'est installée sur la cité, comme à Thèbes, pendant que Œdipe donc, était le tyran de cette ville. Nous venons de voir que le père d'Œdipe, c'était Laios, qui s'était rendu coupable de viol sur un jeune homme, sur le fils d'un prince qu'il était chargé d'escorter aux Jeux Olympiques, ou bien, selon une autre version, qu'il avait violé dans son propre domicile, là où Laios avait été accueilli. Et ça, c'est très grave, donc dans la culture grecque, non seulement le viol, hein, évidemment, mais aussi le fait de manquer aux règles de l'hospitalité, parce que l'hospitalité était sacrée dans le monde antique. Hein, voilà, comme ça devrait le rester aujourd'hui. Et du coup, suite à ce crime qu'avait commis Laios, eh bien, il y avait une malédiction sur lui, des dieux, qui voulait qu'il ne pût avoir d'enfant. Mais il a forcé le destin, il a commis ce que les Grecs appelaient l'oubris, hein, c'est-à-dire la démesure, et au lieu de compenser le mal qu'il avait fait en acceptant finalement de rétablir l'équilibre en n'ayant pas d'enfant, il veut avoir un enfant avec Jocaste, sa femme, c'est Œdipe. Et là, lorsque Œdipe naît, eh bien, il y a un oracle qui dit qu'il tuera son père pour finalement venger le crime que son père, ou pour rétablir l'équilibre, puisque en fait il s'agit de rétablir le cosmos, hein, dans la tragédie grecque, de rétablir l'équilibre du monde et de la cité qui doit être à l'image du monde. Et pour ça, donc, Œdipe tuera son père et épousera sa mère. Et donc, eh bien, finalement, son père décide d'abandonner son fils. Il demande à sa femme même de le tuer. Jocaste l'amène sur une colline, et là, au lieu de le tuer parce qu'elle n'a pas le cœur, en fait, elle l'attache à un arbre et elle perce ses pieds avec une épingle pour le maintenir prisonnier. Voilà. Mais Œdipe est recueilli, il est élevé, inconscient de cette malédiction qui pèse sur lui, de cette de ce destin qu'il a de tuer son père et d'épouser sa mère. Alors, Œdipe quitte sa famille adoptive, et là, au croisement d'une route, il va avoir une rixe avec un homme plus âgé que lui, à propos, je crois, d'un char ou de celui qui devait laisser la priorité à l'autre. Et là, Œdipe s'emporte et il tue cet homme à coups de bâton. C'est son père, c'est Laios, qu'il n'a jamais connu, et donc qu'il tue comme ça. Bon. Il continue son chemin. Alors bon, on voit que quand même il y a une violence en Œdipe, quoi. Hein, c'est-à-dire que, bon, on peut dire c'est son destin, mais en même temps, s'il y a châtiment dans la tragédie grecque, c'est aussi que quelque part il y a libre arbitre. C'est un peu un paradoxe, hein, entre destinée, libre arbitre, châtiment, ordre du monde. Ça nous amènerait assez loin, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a forcément l'idée d'un choix, d'une liberté, parce que sinon il ne pourrait pas y avoir légitimement de punition, ni de sentiment de culpabilité si nous n'étions que des marionnettes. Œdipe poursuit son chemin, et comme ça il arrive aux portes de Thèbes,
une ville devant laquelle il y a le sphinx qui est installé et qui dévore tous ceux qui ne peuvent répondre à son énigme, à savoir quel est l'animal qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi et sur 3 pattes le soir. Et Oedipe dit, bien c'est l'homme, puisqu'il est à 4 pattes quand il est bébé, il se tient sur ses 2 jambes quand il est adulte, et avec sa canne sur 3 pattes quand il est vieux. Et Oedipe passe l'épreuve comme ça, le sphinx se suicide, et Oedipe est accueilli triomphalement à Thèbes, qu'il a libéré du sphinx, et là il va épouser Jocaste, qui est veuve, puisque son mari a été tué, on le croit, par une bande de malfaiteurs, hein, et on ne sait pas encore que c'est Oedipe. Alors, Oedipe devient le roi de Thèbes, alors pourquoi je préfère traduire par tyran? Parce que d'abord c'est comme ça que la pièce a été renommée peu de temps après Sophocle. Lui il avait appelé Oedipe, tout simplement, d'après ce que j'ai pu apprendre, et ensuite on l'a rebaptisé Oedipe tyran. Mais en fait, c'est intéressant de savoir ce que c'est un tyran. Chez les Grecs, un tyran, eh bien, c'était un homme politique qui était élu, désigné par la population dans un cas de force majeure pour protéger la communauté. Et une fois qu'il avait accompli sa mission, qu'on était revenu en temps normal, eh bien, le tyran ne devait pas rester au pouvoir. Et moi, dans cet affrontement entre Oedipe et le sphinx, je reconnais le deuxième tour des présidentielles en 2017, où notre futur président Emmanuel Macron, nous aurait protégés de cette sphinge, parce qu'en fait, dans la tragédie, c'est une sphinx féminine, c'est une sphinge, et j'y reconnais Marine Le Pen, qui était présentée donc à la population française comme le danger qui risquait de dévorer tout le monde. Et donc Emmanuel Macron, c'est devenu le sauveur de la France, qui a fait l'union nationale contre Marine Le Pen, contre le Front National, le fascisme qui nous menaçait, et qui a pu conquérir la cité, la grande cité de Paris. Et est-ce vraiment un hasard si son allocution, il l'a fait devant la pyramide, dans le Louvre, un lieu monarchique par excellence, hein, il était là devant la pyramide, comme le sphinx de Gizeh, devant la grande pyramide. Voilà, donc au niveau du symbolisme, c'est quand même intéressant de voir ça, et de voir comment des scénarios, des archétypes se reproduisent de génération en génération, sachant que le monde politique qui nous représente, hein, on est en démocratie représentative, donc on est en république, lui-même est extrêmement féru d'égyptologie. On sait que c'est François Mitterrand qui avait fait bâtir cette pyramide, bon, qui a été controversée parce qu'il y a les fameuses 666 facettes de la pyramide, et voilà, à l'intérieur du palais, donc l'idée du grand monarque, et Emmanuel Macron a beaucoup joué sur cette idée que c'était Jupiter, le roi des dieux, mais on pourrait se dire aussi que quelque part le père qu'a tué Emmanuel Macron, c'est peut-être aussi François Mitterrand, dans le sens où il a complètement tué Emmanuel Macron, le Parti Socialiste. Voilà, François Hollande, le PS, avec le symbole de Mitterrand, qu'on appelait lui-même le Sphinx, d'ailleurs, dans le palais du Louvre, et ses nombreux mystères. Alors, reprenons Oedipe et le tyran de Thèbes, et là, une peste s'abat sur Thèbes, et on cherche le responsable, parce que dans la pensée antique, on considère que lorsque une
tragédie s'abat sur la cité, sur le monde, c'est qu'il y a eu une rupture d'équilibre, il y a eu quelqu'un qui a commis l'oubris, la démesure, et il faut rétablir l'équilibre en comprenant qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et qui se porte sur le corps social entier, parce qu'il y a une injustice qui est faite, et quand il y a une injustice, tout le monde, consciemment ou inconsciemment, le subit, et c'est le marasme, c'est la maladie physique, comme la peste, ou c'est la maladie psychologique, hein, c'est la dépression, c'est la perte de confiance, c'est le mal-être. Et là, on va consulter un oracle qui s'appelle Tirésias, et Tirésias explique que c'est parce que les assassins de Laios courent toujours, et on pense que donc c'est une bande de malfaiteurs. Et donc Oedipe ne peut forcément pas se sentir concerné par la chose, même s'il a violemment frappé un homme, je ne sais pas s'il sait qu'il a laissé mort ou pas, bref. Mais peu à peu, à travers une série de rencontres avec Tirésias, Oedipe finit par découvrir que c'est bien lui, l'assassin de son père Laios, et qu'en fait il a épousé sa mère. Et en découvrant ça, et bien évidemment c'est le drame qui devient tragédie, c'est-à-dire quelque chose qui est écrit et qui va jusqu'au bout de la machine infernale, comme disait Jean Cocteau, hein, qui avait adapté Oedipe dans sa pièce qui s'appelait ainsi, La machine infernale. Eh bien, voilà, on se trouve avec la révélation à Oedipe de cette tragédie absolue, tuer son père, épouser sa mère, et donc il prend une épingle à cheveux de sa mère et il se crève les yeux. Voilà, donc une fin absolument terrible. Et il fuit la ville avec ses deux filles, dont une s'appelle Antigone, dont on a fait ensuite celle qui défend les droits humains contre les systèmes totalitaires à très juste raison. Du coup, Oedipe part comme ça sur les routes, il part en errance. Alors, il y a une deuxième version qu'on a chez Homère, où Oedipe, bien qu'ayant appris qu'il était l'assassin de son père et l'époux de sa propre mère, ne quitte pas le pouvoir, il reste au pouvoir, il ne se crève pas les yeux, il reste au pouvoir. Voilà. Donc c'était la version Homère qui a précédé de 4 siècles à peu près Sophocle. Donc c'est extrêmement intéressant parce que vous avez compris que je vois en Emmanuel Macron un personnage oedipien pour des raisons faciles à comprendre, et là je ne fustige absolument pas le fait d'être avec quelqu'un de plus âgé que soi, ça c'est un choix, l'amour c'est l'amour. Ce que je dénonce est la situation de peste actuelle. Je ne rends absolument pas Emmanuel Macron responsable de ce virus qui touche la France de façon extrêmement minime et moins que n'importe quelle grippe annuelle. Il faut toujours le rappeler, hein. Les Grecs aussi, comme autre devise, avaient rien de trop. C'était sur le temple d'Apollon à Delphes, il y a marqué rien de trop, hein. C'était contre la démesure, contre l'hubris, et là l'hubris elle est du côté du gouvernement et des gouvernants. Et puis ils avaient aussi comme autre devise gravée sur le temple de Delphes, elle rappelle Platon, homme, connais-toi toi-même. Et certains disent qu'il avait aussi écrit non seulement homme, connais-toi toi-même, mais homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est pour ça qu'il faut connaître les mythes, connaître notre psychologie, parce que les mythes nous expliquent notre psychologie, les structures récurrentes de notre pensée, donc de l'action humaine, à travers l'histoire. Et connaître les mythes, c'est pouvoir aussi prédire les choses parfois. C'est pour ça que dans la psychanalyse, on les a beaucoup étudiés, pour comprendre les symptômes et pour pouvoir ensuite les traiter, les guérir ou les améliorer. Et aussi bien Freud que Lacan, que Jung,
ou que l'ethnopsychiatrie à travers Georges Devereux, Tobin Nathan. Donc, à nouveau, connaissons notre psyché, puisque le monde est à l'image de notre pensée. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui avec le coronavirus? D'ailleurs, dans le terme corona, ben, c'est la couronne du roi, et virus, vir, ça veut dire fort. Hein. C'est pas uniquement viril dans le sens de force masculine, c'est le terme de force de manière générale. Dans ce sens-là, on peut dire qu'une femme, à un certain moment, est virile quand elle a de la force. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que par rapport à la tragédie oedipienne, eh bien, il y a une inversion du processus de culpabilité, c'est-à-dire, et ça rejoint ce que disait Milan Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être sur le printemps de Prague, au lieu que les gouvernants reconnaissent qu'ils se trompent dans le monde qui est le nôtre, en fait, ils vont projeter la faute sur la totalité de la population. C'est-à-dire qu'ils vont accuser plutôt que de s'excuser. Donc il y a une inversion du processus de culpabilité. C'est-à-dire que dans les sociétés anciennes, lorsqu'il y avait un problème dans la cité, on allait voir du côté du roi, du prince ou des prêtres, qui est-ce qui avait fait quelque chose qui n'allait pas? Parce que c'est eux qui avaient la responsabilité, c'était eux qui étaient censés guider la cité. Et d'ailleurs, cette responsabilité, eux-mêmes, ils la proclament, ils l'endossent, ils disent que ce sont les représentants légitimes dans une république, parce que ce sont les plus éclairés depuis les Lumières, à travers la science, à travers l'histoire, à travers la psychologie, à travers les arts, à travers la culture. Ce sont eux qui sont censés nous guider sur le bon chemin, avec tous les experts et les conseillers dont ils sont entourés. Mais aujourd'hui, en fait, les coupables dans la situation actuelle, ce n'est pas les gouvernants, ceux qui ont créé un système de mondialisation ou ceux qui s'attaquent à cette grippe, voilà. Mais c'est toute la population qui doit se sentir coupable comme des assassins potentiels et responsables de ce qui est en train de se passer, voilà, dans le drame actuel, dans la guerre où nous sommes, puisque nous sommes en guerre, hein, et donc nous sommes des collaborateurs potentiels, hein, des sales collaborateurs potentiels irresponsables dans la situation de guerre dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est quand même grave comme accusation. Il n'y a pas qu'une accusation, puisqu'on nous oblige finalement à rester chez nous et à être contrôlés quand on sort, parce qu'on risque d'être des assassins par rapport aux plus faibles. Donc là, il y a véritablement une inversion du processus du bouc émissaire, alors que dans les anciennes sociétés, je le répète, c'était l'homme qui avait les plus hautes fonctions, qui se posait la question, et comme dans l'histoire aussi du roman arthurien, hein, eh bien, lorsqu'il y avait un problème dans le royaume, c'est parce que le roi avait fauté. Et le roi avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et donc on avait une situation qu'on appelait de terre gaste. Terre gaste, c'est-à-dire la terre qui tombait waste, qui était gâchée, à cause de la faute, à cause de ce que les Italiens appellent il malgoverno, le mauvais gouvernement. Mais aujourd'hui, quand on accuse le gouvernement, ou quand on dit que les médias ne font pas leur boulot pour informer la population, etc., on dit que, eh bien, on prend des boucs émissaires et qu'on s'attaque à ceux qui sont les plus légitimes. Alors qu'en réalité, eh bien, ils ne sont plus légitimes. Ce n'est pas les plus légitimes, c'est ceux qui ne sont plus légitimes à cause de leurs actes, à cause de leur trahison, de la mission dont ils ont assumé la charge. Et donc, le bouc émissaire, alors qu'avant il était mis soit sur un pauvre animal qui prenait sur lui tous les péchés, etc., et qu'on allait sacrifier, ou bien que c'était le roi avec l'archétype du Christ qui dit « je prends sur moi tous les péchés pour sauver la terre hein, et pour lui permettre de durer encore un peu ». Aujourd'hui, ce n'est pas le roi prêtre, voilà, mais c'est toute la population qui doit se sentir coupable d'une situation. Et ça, c'est intéressant. Alors, celui qui a beaucoup réfléchi sur le bouc émissaire, c'est René Girard, avec son livre Le bouc émissaire, hein, qui est un penseur extrêmement important et intéressant pour comprendre ça. Et il a parlé de la façon dont on a fait porter, par exemple, au peuple juif, toutes les responsabilités, alors non seulement pendant le Moyen-Âge, puisque c'était le peuple déicide, hein, etc., mais encore plus évidemment au moment de la Shoah, et il a montré, René Girard, comment la dimension du bouc émissaire a pris
eh bien celle a pris la dimension de tout un peuple qui a été sacrifié aux maux de l'humanité entre les deux guerres et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc il a pris, voilà, le peuple juif a été le bouc émissaire de toute une civilisation. Mais aujourd'hui, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que le bouc émissaire dans cette situation de peste, pour dire il est où le problème, etc., en fait c'est tout le monde qui devient coupable de la situation actuelle, tout le monde qui devient un criminel potentiel, qui fait des choses qu'il ne faut pas. Voilà. Et je ne suis pas du tout en train de jouer sur les mots. Hein. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que là, on a un système incarné par Emmanuel Macron, par Édouard Philippe, par le gouvernement, par tous ceux qui le portent, qui sacrifient une population pour garder leur pouvoir, pour garder le système, qui met le monde en péril, à genoux, les populations qui les met à genoux, qui met le monde au bord de l'abîme, au bord de l'effondrement. Et donc ils sont en train de nous mettre dans une situation de choc psychologique, avec une culpabilisation, comme dans l'Ancien Testament, comme dans les sociétés antiques, pour nous faire nous sentir coupables. Voilà. Et donc on va voir un petit peu ces idées de stratégie du choc, de manipulation, de prétention à aider, à protéger les minorités contre les majorités, qui permettent de manipuler les populations entières.